Mes chers amis, bonsoir à vous où que vous soyez. Installez-vous confortablement. Fermez les rideaux, laissez le monde extérieur s'évanouir doucement, et écoutez bien. Ce soir, je vous invite à partager avec moi un mystère des plus particuliers. Un mystère qui ne s'est pas déroulé dans les rues animées de Londres, ni dans les grandes salles de bal de la haute société belge, mais dans le silence du confinement. Je suis Hercule Poirot. Peut-être connaissez-vous mon nom. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de mes petites cellules grises, mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que même dans les heures les plus tranquilles, lorsque le monde semble en pause, le crime, lui, ne dort jamais. Nous étions en pleine quarantaine. Le monde entier retenait son souffle. Mais dans une maison isolée en bord de mer, quelque chose d'étrange se préparait. Quelque chose de sourd, de presque invisible, comme une note dissonante dans une symphonie de silence. Une lettre m'est parvenue, une simple lettre écrite d'une main tremblante. Aucun nom, aucune adresse claire, seulement ces mots. Il se passe quelque chose d'horrible ici. Je crois qu'il y a un secret. Je crois que quelqu'un va mourir. Ce fut suffisant pour éveiller ma curiosité. Et vous le savez, mes amis, lorsqu'Hercule Poirot s'intéresse à une affaire, il n'en ressort que la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Je me suis donc rendu dans cette maison, une grande bâtisse aux volets clos, bercée par le bruit des vagues, où l'on sentait planer un parfum de secrets anciens, confinés autant que les occupants. Dans cette demeure, chacun semblait porter un masque plus lourd que celui de la maladie. Peur, tension, silence prolongé. Oui, mes amis, j'ai vite compris que le danger ne venait pas de l'extérieur. Et vous, êtes-vous prêts à découvrir ce que cache le secret de la quarantaine? Alors restez avec moi car ce voyage ne fait que commencer. La maison se trouvait au sommet d'une falaise, à l'écart de toute agitation. Le vent marin soufflait avec constance, caressant les volets fermés comme pour rappeler à ses occupants que, dehors le monde continuait de tourner, malgré l'isolement imposé. En arrivant, j'ai été frappé non par la beauté du lieu, mais par le silence pesant qui s'en dégageait. Un silence presque orchestré. Un homme m'attendait sur le perron. Grand, maigre, vêtu d'un veston trop large, il s'inclina avec raideur. « Monsieur Poirot, je présume. Je suis Gérard Delmar, le majordome de cette maison. » Sa voix était polie, mais dénuée de chaleur. Je le suivis à l'intérieur, sans un mot, préférant observer en silence. Le vestibule était impeccablement entretenu, et pourtant une étrange froideur régnait dans l'air. Les portraits accrochés au mur semblaient observer les visiteurs avec une suspicion silencieuse. Je notai tout de suite, aucun bruit de pas, aucune voix, pas même le murmure d'une conversation étouffée. Il y avait là, mes amis, quelque chose d'artificiel, un calme fin. Tous les membres de la maison sont réunis dans le salon, déclara Delmar, en me guidant vers une large porte à double battant. Il l'ouvrit lentement, comme s'il voulait ménager l'effet de mon arrivée. Je pénétrai alors dans une pièce spacieuse, baignée d'une lumière dorée, où plusieurs personnes se tenaient debout, figées comme des statues. Mon regard passa d'un visage à l'autre. Une femme d'âge mûr, assise dans un fauteuil, près de la cheminée, me fixa avec une intensité inhabituelle. Un jeune homme appuyé contre la fenêtre semblait absorbé par les vagues au loin. Deux jumelles, identiques jusque dans leur posture, se tenaient côte à côte, les mains croisées. Et enfin, un homme corpulent aux yeux vifs m'observait sans détour, comme s'il voulait m'évaluer dès la première seconde. Je pris la parole doucement, en inclinant légèrement la tête. « Mesdames et messieurs, je suis Hercule Poirot. J'ai été invité ici de manière anonyme, mais je suppose que mon arrivée ne surprend pas tout le monde. Quelqu'un parmi vous, je crois, pense qu'un crime se prépare. » Une tension discrète parcourut la pièce. La femme près de la cheminée murmura enfin
Il fallait bien que quelqu'un parle. Cette maison, elle a changé depuis quelques semaines. On n'y entendait pas la nuit des objets déplacés et ces lettres anonymes. Elle sortit une feuille pliée de sa poche et me la tendit. L'écriture était identique à celle que j'avais reçue. Je remerciai poliment, examinant les mots. Rien de précis, mais une atmosphère de menace latente. Oui, mes petites cellules grises se mirent immédiatement en marche. Derrière ces regards calmes, ces sourires polis, quelqu'un mentait. Je m'installai dans un fauteuil, croisant les jambes lentement. Bien, mes amis, nous allons devoir rester ici quelque temps. Et pendant ce séjour, je vais découvrir ce que cache cette quarantaine. Je me levai tôt le lendemain matin. Le ciel était voilé, et la mer d'un bleu d'acier semblait refléter l'humeur lourde de la maison. J'avais à peine pris mon petit déjeuner que le majordome frappa à ma porte. « Monsieur Poirot, Madame de Brissac souhaite s'entretenir avec vous dans la bibliothèque. » Je répondis d'un simple hochement de tête. Il fallait commencer à mieux connaître les habitants de cette étrange demeure. Madame de Brissac était la propriétaire de la maison. Une femme à l'élégance, discrète, au regard ferme mais fatigué. Elle m'accueillit avec un sourire empreint de retenue, me désignant une chaise en face de la sienne devant une cheminée où crépitait un feu modeste. « Monsieur Poirot, je n'ai pas écrit cette lettre, mais je crois savoir qui l'a fait. » Elle me parla d'Éléonore, l'une des jumelles, une jeune fille sensible et imaginative. Depuis quelques semaines, elle semblait anxieuse, souvent éveillée la nuit, murmurant à sa sœur des choses qu'on ne pouvait entendre. Madame de Brissac la décrivit comme douce, mais sujette aux peurs irrationnelles. Ce qui m'inquiète, Monsieur Poirot, c'est que ces craintes pourraient bien être fondées. Je notais cette information avec soin. Les personnes imaginatives perçoivent parfois ce que les autres préfèrent ignorer, et les terreurs nocturnes ont souvent une racine bien réelle. Je quittai la bibliothèque en silence, croisant dans le couloir le jeune homme vu la veille près de la fenêtre. Il s'appelait Julien de Brissac, le neveu de la maîtresse de maison, un garçon réservé, au ton sec. Il évita mon regard mais répondit à mes questions avec une précision mécanique. « Je suis ici pour veiller sur ma tante. La situation actuelle est stressante, mais rien de plus. » Son regard se durcit à la mention des lettres, des enfantillages. Dans l'après-midi, je rencontrai les jumelles, Éléonore et Camille, dans le jardin d'hiver. Elles semblaient inséparables, se répondant presque à l'unisson. Pourtant, un détail attira mon attention. Camille prenait systématiquement la parole en premier tandis qu'Éléonore observait, comme si elle attendait une autorisation silencieuse. Je notais ce déséquilibre discret. « Avez-vous remarqué ? » « Quelque chose d'étrange, mesdemoiselles ?» demandai-je. Camille haussa les épaules. « Des bruits la nuit, peut-être, mais ce sont de vieilles maisons. » Éléonore, elle, baissa les yeux. « Il y a quelque chose ici, monsieur Poirot, quelque chose de caché. » Cette phrase flotta dans l'air comme une énigme. Je ne répondis pas immédiatement. Mon instinct me disait qu'elle savait plus qu'elle n'osait dire. Il faudrait revenir à elle plus tard, dans un moment de solitude, sans l'ombre de sa sœur. Avant le dîner, je pris le temps de me promener dans la maison, observant les tableaux, les escaliers, les recoins. Chaque demeure a son langage, et celle-ci, mes amis, parlait doucement, mais sans relâche. La nuit était tombée, sans bruit enveloppant la maison d'un calme presque irréel. Je restai un long moment dans mon fauteuil à réfléchir aux premières impressions laissées par les occupants. Chacun semblait jouer son rôle avec une précision soigneusement étudiée. Et pourtant, quelque chose ne collait pas. Une pièce manquait au puzzle. Vers 23 heures, alors que tout semblait endormi, je sortis discrètement de ma chambre. Mes pas étaient lents,
mes gestes mesurés. Dans de telles maisons, les secrets se dissimulent souvent là où l'on s'y attend le moins. Derrière un rideau, sous une marche creuse, ou dans un simple tiroir oublié. Je descendis au rez-de-chaussée et me dirigeai vers le bureau attenant à la bibliothèque. La porte était entrebâillée. À l'intérieur, seule la lumière de la lune filtrait par la fenêtre, dessinant des formes pâles sur les meubles anciens. Je passai lentement la main sur le secrétaire. Rien ne semblait déplacé, jusqu'à ce que mes doigts frôlent une rainure inhabituelle sous l'un des tiroirs. Avec délicatesse, j'ouvris le compartiment secret. À l'intérieur, une lettre, froissée, tachée d'encre mais lisible. Elle n'était pas datée. Elle commençait par ces mots. « Je n'en peux plus. Il faut que cela cesse. Je ne veux pas qu'il lui arrive du mal. » La suite était plus difficile à déchiffrer, mais l'intention était claire. Un cri étouffé, une peur réelle, une tentative désespérée d'attirer l'attention. Je refermai le tiroir et pris soin de replacer chaque chose à sa place. Il ne fallait éveiller aucun soupçon. Le lendemain matin, je confronterai les habitants à cette lettre, mais pour l'instant, elle devait rester mon avantage silencieux. En remontant, je vis une silhouette à l'extrémité du couloir, immobile, presque irréelle. Je m'approchai sans bruit. La personne tourna lentement la tête. C'était Éléonore. Elle ne sembla pas surprise de me voir. « Vous l'avez trouvée, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Je m'arrêtai à quelques pas d'elle. « Vous parlez de la lettre, mademoiselle ?» Elle hocha la tête. « Je n'ai pas pu la brûler. » Ces mots résonnèrent longuement dans l'obscurité. Elle paraissait soulagée, mais aussi terriblement inquiète. Je lui proposai de descendre au salon pour discuter, mais elle recula. « Demain, pas maintenant. Camille dort, elle ne doit pas savoir. » Puis elle disparut, glissant comme une ombre dans l'escalier. Je restai là un moment, pensif. Il était désormais clair que la vérité reposait sur des liens invisibles, des rapports de force discrets, et que la peur d'Éléonore n'était ni feinte ni exagérée. Je regagnai ma chambre en silence. Mes petites cellules grises avaient désormais un point de départ solide, mais le chemin vers la vérité, lui, promettait d'être sinueux. Le petit déjeuner fut servi dans la véranda, baigné d'une lumière pâle, adouci par le ciel nuageux. Les membres de la maison étaient réunis autour de la table. Madame de Brissac feuilletait un journal, Julien buvait son café en silence, et les jumelles, comme toujours, restaient côte à côte échangeant de rares mots. Seul le majordome, en retrait, servait le thé avec une lenteur cérémonieuse. J'observais les visages. Rien de visible, aucun tremblement, aucune main nerveuse. Pourtant, je savais qu'Éléonore m'avait dit la vérité. Elle m'avait parlé, avec la sincérité de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Et cela, mes amis, est souvent le début d'un grand dénouement. Je posai ma tasse avec délicatesse. « Dites-moi, Madame de Brissac, depuis combien de temps vivez-vous dans cette maison ?» Elle me répondit avec calme. « Cela fait 32 ans. Mon mari l'avait hérité de son père. Elle est isolée, mais elle a toujours été un lieu de refuge, jusqu'à présent. » Son regard glissa brièvement vers Éléonore. Je sentis un frémissement chez Julien. Il se raidit, mais ne dit rien. Camille, elle, sourit froidement. Un refuge, oui, mais parfois les murs retiennent, des choses qu'on préférerait oublier. Elle mordit dans une tranche de pain grillé avec une lenteur étudiée. Sa sœur, quant à elle, détourna les yeux vers le jardin. Je changeai de sujet. « Avez-vous reçu d'autres lettres ?» demandai-je. Julien répondit aussitôt. « Non. Juste ces bêtises que vous avez trouvées, rien de sérieux. » Sa voix était tendue, comme si parler de ces messages l'exaspérait ou l'effrayait.
Je m'adressai ensuite à Delmar, le majordome. « Et vous, mon ami, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange » Il s'inclina légèrement. « Seulement des bruits, des pas la nuit, parfois une lumière allumée dans le couloir alors que tout le monde est censé dormir. Mais rien que je puisse prouver, monsieur. » Je pris mentalement note de ce détail. Les bruits nocturnes, les lumières allumées. Tout cela formait un motif, une présence active dans l'ombre. Et peut-être, mes amis, une tentative d'effrayer quelqu'un, au point de le faire parler, ou fuir. Une chose cependant me troubla. En quittant la table, j'aperçus Camille glisser discrètement un objet dans sa poche. Ce n'était ni un mouchoir, ni un bijou. Une clé peut-être ? Je décidai de ne pas intervenir immédiatement. Mieux valait la laisser croire que son geste était passé inaperçu. En montant les escaliers, je compris que le mystère n'était pas seulement dans les lettres ou les silences. Il résidait aussi dans ces gestes fugitifs, dans ce que chacun s'efforçait de dissimuler à l'autre. Et bientôt, mes petites cellules grises mettraient de l'ordre dans tout cela. Après le petit déjeuner, je prétextai le besoin d'un peu de solitude pour réfléchir. En réalité, mes pas me menèrent tout droit à l'aile est de la maison, celle qu'on appelait ici l'aile oubliée. Peu fréquentée, elle abritait plusieurs chambres inoccupées, mais l'une d'elles, la chambre bleue, avait attiré mon attention. D'après mes observations de la veille, Camille s'y était discrètement rendue tard dans la soirée. Je poussai la porte lentement. La chambre était modeste, mais propre, baignée d'une lumière douce. Des rideaux bleus, un lit à baldaquin et une commode ancienne faisaient partie du décor. Rien d'inhabituel à première vue. Mais les yeux de Poirot, mes chers amis, ne se contentent jamais de la première vue. J'examinai la commode. Les tiroirs supérieurs étaient vides, ou contenaient des draps pliés avec soin. Mais le dernier tiroir résistait légèrement, comme s'il n'avait pas été ouvert depuis longtemps. En forçant un peu, il céda, révélant un carnet de cuir noir relié à la main. À l'intérieur, une écriture fine et nerveuse, celle d'Éléonore. Je feuilletai lentement les pages. Ce n'était pas un journal intime classique, mais une série d'observations. Elle y décrivait des déplacements nocturnes, des chuchotements, derrière les portes, et un mot revenait plusieurs fois, menace. Une phrase attira tout particulièrement mon attention. Je l'ai vu sortir de la chambre bleue avec les mains tachées. Aucun nom, mais l'accusation était claire. Je refermai le carnet et le glissai dans la poche intérieure de ma veste. Ce document pouvait être capital. Il fallait maintenant savoir qui était elle. Camille, Madame de Brissac, ou peut-être une autre femme encore, moins visible. Un mystère dans le mystère. En quittant la pièce, je croisai à nouveau Delmar, le majordome. Il s'inclina, puis dit à mi-voix, « Monsieur Poirot, quelqu'un est entré dans votre chambre pendant votre absence. Rien ne semble déplacé, mais je tenais à vous prévenir. » Je le remerciai avec un sourire calme. Cela confirmait mes soupçons. Mes mouvements étaient surveillés. Je pris un moment pour me promener dans le jardin. Il est toujours utile d'observer les gens lorsqu'ils pensent être seuls. Et en effet, j'aperçus Julien près de la serre, parlant au téléphone d'un ton vif. Je n'entendis que quelques mots. « Il faut que cela reste entre nous. Compris ?» Il raccrocha brutalement en m'apercevant. De retour dans le salon, je trouvai Camille en train de lire. Elle leva à peine les yeux. Éléonore, en revanche, sembla soulagée de me voir. « Avez-vous lu le carnet ?» me murmura-t-elle en passant près de moi. Je lui fis un signe discret. Il était temps d'approfondir notre entretien. Loin, des oreilles indiscrètes. Oui, mes amis, cette maison était pleine de secrets, de demi-vérités et de regards fuyants. Mais le carnet d'Éléonore venait d'ouvrir une nouvelle piste. Et croyez-moi, nul ne peut dissimuler longtemps la vérité à Hercule Poirot. L'après-midi s'écoula sous un ciel bas, teinté d'un gris uniforme.
La maison semblait retenir son souffle. Dans le couloir du premier étage, je rejoignis Éléonore comme convenu. Elle m'attendait près d'une fenêtre donnant sur la mer, les mains jointes, les traits tendus. Son regard se porta vers l'horizon, puis vers moi, avec cette expression douce et inquiète qui la caractérisait. « Merci d'être venu, monsieur Poirot », dit-elle d'une voix presque inaudible. Je l'invitai à me suivre dans un petit salon fermé, rarement utilisé, et nous prîmes place, chacun sur un fauteuil à motifs floraux. Le silence était dense, mais il n'était pas vide. Il contenait les aveux qui n'avaient pas encore été faits. Je lui tendis le carnet. Elle posa la main dessus sans l'ouvrir. Je savais que vous le trouveriez. J'aurais dû vous le donner, mais j'avais peur que Camille le découvre. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est influençable. Et depuis quelque temps, elle est très proche de Julien. Trop proche. J'écoutais sans l'interrompre. Éléonore poursuivit. Il y a 3 semaines, j'ai surpris une conversation. Julien disait à Camille qu'il fallait faire pression sur tante Agnès. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais depuis ce jour-là, des choses étranges ont commencé. Des objets déplacés, des pas, une sensation de malaise constant. Je notais chaque mot dans ma mémoire. Le lien entre Julien et Camille semblait bien plus fort qu'une simple complicité familiale. Il y avait là peut-être un projet partagé, et Madame de Brissac, tante Agnès, y en serait la cible. Et la lettre anonyme ? Demandai-je doucement. Elle baissa les yeux. C'est moi, oui. Je n'ai pas signé parce que je ne voulais pas impliquer Camille. Je voulais simplement que quelqu'un m'écoute. Elle releva la tête. Et vous êtes venu ? Je m'approchai, posant une main sur la sienne. Mademoiselle, vous avez eu du courage, et vous avez bien fait. La vérité est une lumière qui ne doit jamais rester éteinte. Avant de quitter la pièce, elle murmura encore. Je crois que Julien cherche quelque chose dans la maison. Quelque chose d'ancien que tante Agnès protège. Une sorte de secret de famille. Il est prêt à tout pour le trouver. Je restai seul quelques instants, contemplant les rideaux frémissants. Ainsi donc, derrière ce calme apparent, une guerre silencieuse se jouait. Et il me faudrait très bientôt parler à Julien, mais avec prudence. Car un homme qui cherche quelque chose dans l'ombre. Le lendemain matin, un léger brouillard enveloppait les jardins, conférant à la demeure un air de manoir hors du temps. Tandis que les autres prenèrent le petit déjeuner, je fis mine d'aller me promener, mais en réalité, je me dirigeais discrètement vers le bureau personnel de Madame de Brissac. J'avais observé la veille. Elle y entrait toujours seule, en verrouillait la porte, puis en ressortait avec un air soucieux. La pièce était décorée avec soin, d'une élégance ancienne. Des livres reliés en cuir bordèrent les murs. Un petit secrétaire d'acajou occupait le centre, et au fond, une armoire fermée à clé. Je jetai un regard rapide. Pas de système moderne d'alarme, seulement l'obstacle d'une serrure classique. J'utilisai une fine lame que je garde toujours sur moi. 1 minute plus tard, l'armoire s'ouvrait avec un léger clic. À l'intérieur, des classeurs anciens, des documents familiaux et un dossier épais, noué par une bande de tissu rouge. Je le posai sur le bureau, l'ouvris lentement. Il contenait des actes notariés, des extraits de correspondance et une lettre signée de la main du défunt mari de Madame de Brissac. C'était un testament, mais pas celui qu'elle avait mentionné. Un testament plus ancien, modifié puis annulé, dans lequel il léguait la maison, non pas à sa femme, mais à un certain Charles Delmar. Je me figeai. Ce nom, Delmar, le majordome, était-ce une coïncidence? Non, mes amis. Hercule Poirot ne croit pas aux coïncidences. Je continuais à feuilleter les papiers. Un courrier manuscrit plus récent, cette fois adressé à Madame de Brissac, semblait révéler une promesse faite à son mari mourant. Je garderai le secret, pour protéger la mémoire.
Je refermai le dossier et remis tout à sa place. Ce n'était pas encore le moment de confronter quiconque. Mais une vérité se dessinait. La maison elle-même était l'objet d'un conflit discret. Un conflit nourri par des secrets familiaux, des héritages oubliés et peut-être une revanche silencieuse. En sortant du bureau, je tombai nez à nez avec Camille. Elle sursauta légèrement. « Vous êtes bien matinal, monsieur Poirot. » Je souris impassible. Le calme du matin est toujours propice à la réflexion. « Et vous, mademoiselle ?» Elle hésita, puis répondit « Je cherchais Éléonore. Elle est introuvable depuis l'aube. » Je feignis l'inquiétude, mais intérieurement mes cellules grises s'animèrent. Éléonore ne serait pas partie sans raison. Ou alors, quelqu'un l'avait incitée à se taire. Je montais les marches 2 à 2, mon esprit en alerte. Chaque minute comptait désormais. La chambre des jumelles était vide, les draps du lit d'Éléonore froissés, comme si elle s'était levée, précipitamment. Je fis un tour rapide de la pièce. Sur la coiffeuse, un peigne en argent était tombé au sol, mais surtout la fenêtre donnant sur l'arrière de la maison était entr'ouverte. Je l'ouvris complètement et observai le jardin en contrebas. Les herbes hautes montraient un léger passage, à peine perceptible. Quelqu'un était sorti tôt, avant que la rosée ne sèche. J'eus un pincement au cœur. La jeune fille m'avait fait confiance et à présent, elle était peut-être en danger. Je descendis sans attendre, contournai la maison et empruntai le sentier humide. Le sentier serpentait jusqu'à un petit bosquet, à l'orée du domaine. Là, une silhouette assise sur une souche apparut entre les branches. Éléonore. Elle tenait ses genoux contre sa poitrine, les yeux perdus dans le vide. Lorsqu'elle m'aperçut, elle ne sembla ni surprise, ni soulagée, simplement fatiguée. « Je savais que vous viendriez, » dit-elle doucement. « Je n'en peux plus, monsieur Poirot. Tout est trop lourd. » Camille change. Julien me regarde comme un obstacle. Tante Agnès a peur, mais ne dit rien. Je me sens étrangère chez moi. Je pris place à ses côtés, gardant le silence, lui offrant simplement ma présence. Après quelques instants, elle ajouta « Cette maison, elle étouffe les vérités. On m'a dit qu'il ne fallait pas remuer le passé. Mais je crois que c'est ce passé-là qui nous détruit. Il y a un coffret, monsieur Poirot. Mon père m'en a parlé avant de mourir. Il disait que si jamais un jour quelque chose tournait mal, je devais le retrouver. Il est caché derrière les pierres de la cheminée du bureau. » Je hochai lentement la tête. Tout prenait forme. Le dossier trouvé, la nervosité de Camille, la surveillance de Julien. Ce coffret, quel qu'il soit, devait contenir plus qu'un simple souvenir. Il représentait, sans aucun doute, le cœur du conflit. Et si Delmar y était lié, alors nous approchions de la vérité. Je la raccompagnai, jusqu'à la maison en passant par l'entrée de service. Elle remonta dans sa chambre pendant que je m'entretenais brièvement avec Delmar. Je lui fis croire que je souhaitais consulter d'anciens plans de la propriété. Il me mena au bureau et me laissa seul quelques instants. Je m'agenouillai devant la cheminée. Une inspection minutieuse révéla une pierre légèrement différente des autres. Avec précaution, je la poussai. Elle bascula vers l'intérieur, découvrant une cavité obscure. J'y glissai la main et en sortis un coffret en bois recouvert de poussière. Je posai la boîte sur le bureau. Elle était verrouillée, mais la serrure ancienne céda sous une légère pression. À l'intérieur, des lettres, une clé ancienne et un acte de propriété au nom de Charles Delmar. L'encre était pâlie. Mais la vérité, elle, venait de prendre une couleur éclatante. Je restai un long moment à contempler le contenu du coffret. Ces documents anciens, soigneusement conservés, étaient bien plus que des souvenirs. Ils constituaient la preuve d'une vérité longtemps dissimulée. Le nom de Charles Delmar apparaissait à plusieurs reprises, accompagné d'expressions comme héritier légitime, engagement familial,
et transmission privée. Je compris alors que le majordome n'était pas qu'un serviteur, il était un membre caché de la lignée. Je remis chaque pièce en place avec la plus grande précaution. Le moment n'était pas encore venu de tout révéler, mais la stratégie s'affinait dans mon esprit. Il me fallait maintenant observer les réactions, provoquer certains gestes, car la vérité, mes amis, ne se contente jamais d'être trouvée. Elle doit être dévoilée avec précision. Dans le salon, Madame de Brissac tricotait en silence. Ses gestes étaient réguliers, mais son regard trahissait une tension profonde. Je m'approchai et pris place face à elle. « Madame, vous m'avez dit vouloir protéger la mémoire de votre mari. Était-ce également pour protéger Charles Delmar ?» Elle s'arrêta net, l'aiguille suspendue en l'air. Ses doigts tremblèrent légèrement. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix mesurée, « C'était sa volonté. Charles est le fils illégitime de mon époux, un enfant né d'un amour ancien, bien avant notre mariage. Mon mari a toujours voulu réparer ce qu'il appelait sa seule faute. » Elle posa son tricot sur ses genoux. « Il m'a supplié de veiller à ce que Charles ait un toit, une place. » Je restai silencieux un instant, laissant flotter ses paroles. « Et Julien ?» demandai-je enfin. Son visage se durcit. Julien n'a jamais accepté la présence de Charles. Il pense que c'est une usurpation, une honte. Je crains qu'il n'ait influencé Camille et qu'il prépare quelque chose. Je la remerciai pour sa sincérité. Il devenait clair que les tensions de cette maison découlaient non seulement d'un secret, mais aussi d'une lutte d'héritage non reconnue, d'un passé que l'on avait voulu enterrer sans jamais l'effacer. En sortant, je trouvai Camille dans le couloir à l'écoute derrière une porte. Elle sursauta en me voyant puis reprit vite son masque de froideur. « Vous êtes bien curieux, monsieur Poirot. » Je souris doucement. « La curiosité, mademoiselle, n'est dangereuse que pour ceux qui ont des choses à cacher. » Je passai mon chemin, mais je sentis son regard peser sur moi. Elle savait que je m'approchais trop près de la vérité, et elle allait sans doute en informer Julien. Très bien, car désormais, mes amis, la prochaine étape consisterait à faire tomber les masques. Et pour cela, rien ne vaut une réunion familiale bien orchestrée. Le soir même, je fis savoir à chacun que je souhaitais organiser une petite réunion dans le grand salon, à 20 heures précises. J'employais un ton neutre, presque détaché, mais je vis dans leurs yeux que ma requête n'était pas anodine. Tous comprirent qu'il ne s'agirait pas simplement d'une conversation. À l'heure dite, les membres de la maison étaient présents, assis autour de la cheminée. Le feu projetait des ombres dansantes sur les murs, et l'air semblait chargé d'électricité. Je me tenais debout, devant eux, les mains croisées dans le dos, dans l'attitude du chef d'orchestre avant la première note. « Mes chers amis, commençai-je calmement, je vous ai réunis ce soir pour mettre un terme au climat d'incertitude qui règne depuis plusieurs jours dans cette demeure. Les lettres anonymes, les bruits nocturnes, les regards fuyants, tout cela a une explication, et je suis désormais en mesure de vous la donner. » Julien leva les yeux au ciel, agacé. « Encore une de vos mises en scène, monsieur Poirot ?» Je lui répondis par un léger sourire. « C'est en effet une mise en scène, monsieur, mais le théâtre de la vérité est parfois le plus nécessaire des spectacles. » Je révélai alors l'existence du coffret, sans en exposer le contenu, dans les moindres détails. J'évoquais simplement un acte de propriété oublié, un héritage dissimulé, un nom qu'on avait tenu à l'écart de la lumière. Charles Delmar. Le majordome ne bougea pas. Il gardait les yeux fixés sur le sol, humble et silencieux. Madame de Brissac prit alors la parole d'une voix presque tremblante. « Tout ce que monsieur Poirot dit est vrai. Charles est le fils de mon mari, et cette maison devait lui revenir, à une époque. Nous avons préféré le protéger du scandale, mais peut-être avons-nous fait le contraire. » Un silence lourd tomba dans la pièce.
Puis Camille se leva brutalement. « Et vous croyez que nous allons accepter cela? Après toutes ces années à vivre ici, à prendre soin de tout? Charles n'est qu'un domestique, rien de plus. » Julien tenta de la retenir par le bras, mais elle se dégagea, les yeux brûlants de colère. Je me redressai légèrement. « Ce que vous acceptez ou non, mademoiselle, n'est pas le sujet. La vérité, elle, ne demande pas la permission. Et croyez-moi, elle finira toujours par émerger, même à travers les murs les plus épais. » Je terminai la réunion par une note douce mais ferme. « Demain matin, nous ferons appel à un notaire. L'ordre devra être restauré selon la volonté du défunt. Et j'espère que chacun saura trouver sa paix dans la vérité, non dans le déni. » Cette nuit-là, la maison sembla retenir son souffle. Les couloirs étaient vides, les portes closes, et même le vent semblait avoir cessé de souffler. Mais ce silence n'était pas apaisant. Il était dense, chargé de tensions non dites, comme la surface calme d'un lac qui dissimule un tourbillon. Je demeurais éveillé dans ma chambre, scrutant les moindres bruits. Et vers minuit, comme je m'y attendais, une porte grinça lentement au bout du couloir. Je me levai sans faire de bruit, enfilai ma robe de chambre et sortis à pas feutrés. Une silhouette descendait l'escalier principal avec précaution. Camille. Je la suivis à distance. Elle passa par le vestibule, ouvrit une porte donnant sur l'aile ouest, celle où se trouvaient les anciens appartements du défunt mari de Madame de Brissac. Je la vis fouiller dans une armoire puis saisir un petit coffret en fer. Elle en sortit quelques papiers qu'elle glissa dans sa veste avant de s'éclipser. Je la laissai regagner sa chambre sans intervenir. Il ne fallait pas l'effrayer ni la pousser à agir dans la panique. Je devais savoir exactement ce qu'elle avait trouvé, ou volé. Le matin, je ferais en sorte que la vérité éclate naturellement, comme une évidence, sans violence. L'aube, je me rendis dans la cuisine où Delmar préparait le café. Il ne dit rien, mais son regard me remercia silencieusement. Il savait que, quoi qu'il arrive, la vérité sur son identité avait été entendue par quelqu'un qui la traiterait avec justice. Ce n'était pas la reconnaissance du nom qui importait, mais la reconnaissance de l'être. Dans la matinée, Camille n'apparut pas pour le petit déjeuner. Madame de Brissac semblait préoccupée. Julien, lui, était nerveux, passant sans cesse sa main dans ses cheveux, jetant des regards vers l'escalier. Éléonore, calme mais alerte, me fixa comme si elle attendait un signal. Je montai et toquai à la porte de Camille. Pas de réponse. J'entrai. La pièce était vide. Le lit défait. Une fenêtre ouverte. Sur le bureau, un mot plié. Je le lus à voix basse. « Je ne resterai pas ici pour voir l'histoire se réécrire sans moi. Adieu. » Je descendis avec le mot en main. Madame de Brissac le lut, puis ferma les yeux longuement. Elle est comme son père. Elle fuit quand le sol tremble. Puis elle se tourna vers Julien d'un ton plus dur. « Et toi, que comptes-tu faire maintenant ?» Il resta muet, les poings serrés. Pour la première fois, il paraissait réellement seul. Je compris que cette famille, comme tant d'autres, allait devoir se reconstruire sur la ruine de ses illusions. Et parfois, mes amis, ce sont les fissures qui laissent passer la lumière. Hélène, fuite de Camille, avait laissé une empreinte étrange sur la maison. Elle n'était plus qu'un murmure dans les couloirs, une absence lourde dans chaque pièce. Et pourtant, sa disparition avait apporté quelque chose de précieux, le calme, celui qui précède les vérités enfin assumées. Je me rendis auprès de Madame de Brissac dans le petit salon où elle avait l'habitude de lire en fin de matinée. Elle m'attendait déjà, le regard tourné vers les fenêtres grandes ouvertes. Je n'aurais jamais imaginé que tout se briserait ainsi pour un nom pour des droits, dit-elle, les mains jointes sur ses genoux. Je pris place face à elle. Non, madame, ce n'est pas le nom qui brise les familles,
Ce sont les silences prolongés, les vérités dissimulées sous prétexte de paix. La paix sans justice n'est qu'une illusion. Elle acquiesça lentement, les yeux brillants d'une fatigue accumulée. Plus tard, ce même jour, un notaire fut convié à la maison. Madame de Brissac, droite dans sa décision, lui remit tous les documents que j'avais découverts. Devant Delmar, elle déclara solennellement « J'ai failli à ma promesse, Charles, mais il est temps de réparer. Tu n'es plus un secret, tu es un héritier. » Le majordome baissa la tête, une larme discrète roulant sur sa joue. Il ne dit rien, mais ses yeux parlaient d'une vie de retenue, de loyauté silencieuse, enfin, reconnue. C'était un moment simple mais d'une intensité rare. Le poids du passé s'élevait doucement. Éléonore entra peu après, tenant un petit objet dans ses mains, un médaillon ancien, en argent terni. Mon père me l'a confié. Il appartenait à Charles, mais il n'a jamais pu le lui remettre. Elle le tendit à Delmar. Celui-ci, ému, le prit avec une infinie délicatesse, comme si un fil invisible venait d'être renoué. Julien, quant à lui, avait quitté la maison dès l'après-midi, sans dire un mot, sans un adieu. Peut-être avait-il compris que son combat n'avait jamais été noble, ou peut-être portait-il simplement l'amertume des perdants. Peu importait. Ce n'était plus son histoire à raconter. Le notaire établit les ajustements nécessaires. La maison resterait à Madame de Brissac, mais Charles en deviendrait le successeur légitime. Aucun éclat, aucun scandale, seulement des signatures posées dans le silence, avec la solennité que mérite la vérité lorsqu'elle retrouve enfin sa place. Ce soir-là, je sortis sur la terrasse. Le ciel s'était dégagé. Les étoiles, nombreuses, brillaient comme jamais. Je restais là en silence, savourant cette paix nouvelle, si différente de celle que j'avais trouvée en arrivant. Car cette fois, elle était sincère, née de la lumière. Le lendemain matin, la maison semblait avoir vieilli de plusieurs années en une seule nuit, mais d'une façon noble. Non par lassitude, mais par vérité rendue. Les couloirs avaient en perdu cette tension invisible, et les pas du majordome, désormais Charles Delmar, résonnaient autrement sur les lattes anciennes du parquet, avec assurance. Je pris mon petit déjeuner, seul dans la véranda, savourant une tasse de thé noir parfaitement infusée. Madame de Brissac vint me rejoindre quelques instants plus tard. Elle était vêtue de gris perle, son port de tête toujours digne, mais ses traits apaisés. « Merci, monsieur Poirot. Sans vous, tout serait resté enfoui. Ou pire, aurait explosé. » Je lui répondis simplement « Madame, j'ai seulement tendu un miroir. Ce que chacun y a vu appartenait déjà à son cœur. » Elle sourit, le regard perdu au-delà des vitres, où le jardin renaissait sous les premières fleurs du printemps. Éléonore passa la matinée dans la bibliothèque. Je l'observais, assise entre deux étagères, lisant à voix basse comme pour se rassurer. Elle était la véritable clé de cette affaire, l'étincelle douce qui avait permis à la lumière d'entrer. Elle me vit et s'approcha timidement. « Vous partez bientôt ?» demanda-t-elle. Je lui pris la main avec douceur. « Oui, mademoiselle. Mon rôle ici est terminé. Vous avez tous les éléments désormais. À vous de veiller à ce que cette maison reste un lieu d'harmonie. » Elle hocha la tête, émue, puis me glissa un petit mot plié. « Merci de m'avoir cru. » Avant de partir, je trouvai Charles dans la roseraie. Il taillait les branches sèches avec une concentration paisible. Ce jardin a toujours été à moi, dans l'ombre. Il est temps qu'il le soit à la lumière. Je lui souhaitais bonne chance, et il me répondit avec un simple « À bientôt, monsieur Poirot, et merci. » Je quittai la maison en début d'après-midi, ma valise à la main. Une voiture m'attendait en bas de l'allée.
En me retournant une dernière fois, j'aperçus à travers les rideaux les silhouettes réunies dans le salon. Elles formaient un tableau vivant d'un nouvel équilibre. Alors que nous quittions la propriété, je fermai les yeux quelques instants. Ce mystère n'avait pas connu de crime sanglant, de scandale éclatant. Mais il avait été, en vérité, l'un des plus humains. Une maison pleine d'amour dissimulé, de rancunes étouffées, et d'un espoir enfin libéré. Et dans le silence feutré de la voiture, je murmurai pour moi-même, « Voilà une quarantaine dont ils sortiront guéris. » Quelques jours après mon départ, je reçus une lettre soigneusement rédigée, signée, de la main d'Éléonore. Elle me remerciait pour mon écoute, mais aussi pour ce qu'elle appelait la permission de croire en son instinct. Elle m'apprit que Camille était restée silencieuse, mais avait envoyé une lettre depuis le sud de la France, dans laquelle elle ne formulait ni excuses ni menaces, seulement une ligne. Je préfère l'oubli à l'ombre. Le notaire avait finalisé les ajustements légaux. Charles Delmar, discret mais désormais visible, avait quitté ses fonctions de majordome pour assumer une place nouvelle. Il n'avait pas changé sa manière de parler, ni sa façon modeste de s'habiller, mais son regard s'était redressé. Il n'était plus un serviteur. Il était un homme reconnu. Madame de Brissac, pour sa part, se faisait plus discrète. Elle laissait Charles prendre la parole lors des décisions concernant la propriété. Elle restait présente, bien sûr, dans la gestion des affaires de la maison, mais comme une figure de conseil, non d'autorité. Et cela, mes amis, est plus difficile qu'on ne croit. Julien ne donna plus de nouvelles. Quelques rumeurs le disaient, installé à Genève, d'autres à Milan. Peu importait. Son absence soulageait plus qu'elle n'attristait. Il avait choisi de tourner le dos à une vérité trop lourde à porter pour lui. Et parfois, la fuite n'est pas une lâcheté, mais une forme d'incapacité. Quant à Éléonore, elle poursuivit ses études à distance, mais participa activement à la réorganisation de la bibliothèque. Elle y installa une section consacrée aux correspondances familiales, et un petit cadre discret contenait désormais la photo de son père, aux côtés de Charles. L'image d'une réconciliation que la vie n'avait pas permise, mais que le cœur avait achevée. Je gardai sa lettre dans mon secrétaire personnel. Elle y avait glissé un pétale de rose séché, provenant, selon ses mots, du premier matin vraiment calme dans la maison. Cela me toucha plus que je ne saurais le dire, car Hercule Poirot, bien comme de raison, connaît la valeur des symboles. Les journaux ne parlèrent jamais de cette affaire. Aucun scandale, aucun procès. Et cela était parfait ainsi. Les plus beaux mystères, mes amis, ne sont pas ceux que l'on crie sur les toits, mais ceux que l'on murmure avec gratitude. Et moi, je repris mes habitudes, montées du matin, mes promenades précises, mes réflexions silencieuses. Mais parfois, en regardant la mer, ou en entendant le bruissement d'un feuillage, je pensais à cette maison, et à ceux qui, dans le silence de la quarantaine, avaient enfin appris à vivre ensemble. Le printemps était bien installé à Londres lorsque je reçus un petit colis sans prétention. Il portait un cachet familier, celui de la maison de Brissac. À l'intérieur, une lettre, un petit album relié de cuir vert et une enveloppe parfumée, sans nom. Je m'assis confortablement et pris le temps d'ouvrir chaque élément, avec la délicatesse d'un archéologue du cœur. La lettre provenait de Charles Delmar. Il écrivait avec une plume élégante, d'un style réservé mais profondément sincère. Il y évoquait les changements dans la maison, les travaux qu'il avait engagés dans l'aile ouest, la paix revenue, et cette sensation étrange de marcher dans des couloirs qui avaient changé de mémoire sans changer de mur. Il terminait par une phrase simple. « Grâce à vous, je suis enfin devenu visible. » L'album, quant à lui, était un recueil de souvenirs. Des photographies anciennes restaurées, des lettres de famille, des extraits de journaux personnels d'Éléonore, des annotations manuscrites de Madame de Brissac,
et même un petit dessin enfantin portant les initiales CDM. Chaque page respirait la réconciliation silencieuse d'un passé longtemps divisé. Je tournais les pages lentement, presque religieusement. Il y avait dans cet ouvrage une dignité rare, celle des histoires qui ne cherchent pas la gloire mais l'équilibre. Je vis une photo récente, Éléonore et Charles, côte à côte, souriant devant la roseraie. Derrière eux la maison, toujours debout, toujours fière. L'enveloppe parfumée contenait une simple carte. Une calligraphie fine y était tracée, à l'encre bleue. Je vous ai écouté, et j'ai commencé à me pardonner. Camille. Aucun lieu, aucune date. Mais cela suffisait. Le pardon, mes amis, ne tient pas à la distance parcourue, mais à l'humilité du retour. Je refermais doucement l'album et rangeais tous les éléments dans un tiroir que je réserve aux affaires que l'on ne classe pas parmi les enquêtes, mais parmi les âmes. Car si Hercule Poirot est un détective de la logique, il est aussi parfois, et malgré lui, le témoin discret de la réparation humaine. En observant par la fenêtre de mon appartement, je vis les passants pressés, les taxis nerveux, les horloges de la ville tourner sans répit. Mais en moi quelque chose était immobile. Une forme de gratitude silencieuse, une sérénité rare. La maison de Brissac ne m'avait pas offert un crime à résoudre. Elle m'avait offert une vérité à honorer. Et c'est là, mes chers amis, le plus précieux des mystères. Celui qui ne laisse pas une page déchirée mais une page tournée, avec respect, avec paix, avec humanité. Ainsi s'achève le secret de la quarantaine. Que vos nuits soient paisibles, et vos silences, pleins de lumière